Bandego Balandia, la chaîne de vérité, 3W plus Car Télévision, la chaîne qui vous informe à temps réel. Mbote Nabino, Ipagnon Sobozwami. Merci pour être vos alliés belé, baye bozui, libakou ya kulanda maman Joël, mais surtout baye boko tisinga na banda, kunabino, mukolo mwalelo, na numéro ya Sika. Il y a conférence sur maïtali économie ya mboka na biso, le lengeni ezali ko tambola, le lengeni ezalaki na d'époque topé na ngonga oyo Adolphe Muzitu azalaki premier ministre na ngonga na ye atikaki ndeto ye lisusu lelo pour une deuxième fois kozwa makanisi kozwa explication ba révélation ya lolenge nini maizalaki kotambola lolenge nini maizali kotambola na économie ya mboka na biso nde na tiki bino bolanda ba déclaration topé ba révélation ya Adolphe Muzitu ancien premier ministre ya mboka na biso République démocratique du Congo, par révélation pour ça, là, tout à l'heure. Et par conséquent, quels ont été les défis des uns et de l'un et de l'autre, c'est-à-dire du Congo et de l'autre pays. Ici, nous avons pris la Belgique, pour la France, puis la Belgique, pour voir comment notre population a augmenté suivant que nous étions sous la colonisation belge, et comment elle a augmenté après le départ des Belges, chaque 20, chaque 30 ans, et comment la population belge a augmenté dans l'ensemble de la période, pour montrer combien eux qui ont un niveau de croissance élevé n'ont pas vu la population augmenter, mais nous, dont le revenu est très faible et continue à baisser, nous avons vu notre population augmenter et que par conséquent, le niveau de pauvreté n'a fait que s'aggraver. C'est très important d'intégrer ça dans la réflexion, dans l'analyse en tant que nouvel élan, parce que nous voulons que vous soyez des acteurs politiques préparés à la gouvernance et qui ont une capacité de vision, une capacité d'analyse et de prospective. Alors, imaginez-vous qu'en 1900, donc je crois que 5 ans, je parle sous le contrôle du professeur, 5 ans après comment je peux dire, 1885, la table ronde de Berlin, nous étions 10 millions de Congolais. 30 années après, en 1930, nous avons atteint les chiffres de 13 millions de Congolais. C'est-à-dire que la population a augmenté de 3 millions. 30 années après, 3 millions d'augmentation. 30 années après, de 1930 à 1960, avant l'indépendance, la population est passée à 14 millions. Donc ça signifie qu'elle a augmenté d'1 million. 30 ans. Pendant 30 ans, la population a augmenté d'1 million. De 1960 à 1990, c'est-à-dire que nous sommes déjà indépendants en 1960, nous sommes 14 millions, 30 années après, c'est-à-dire en 1990, nous passons à 35 millions. Donc en 30 ans, la population a doublé, alors qu'avec le Belge, en 30 ans, la population a augmenté d'1 million. Je voudrais que vous puissiez intérioriser ces chiffres pour faire la corrélation entre l'augmentation de la population et l'augmentation des richesses, et par conséquent l'augmentation des besoins sociaux, c'est-à-dire l'école, l'hôpital. Étions-nous en mesure, alors qu'à sous la tutelle des Belges, la Belgique augmentait la capacité d'accueil des équipements scolaires, universitaires, de santé publique, etc., nous augmentions d'1 million en 30 ans, s'il vous plaît, ou de 3 millions en 30 ans. Parce que la première fois de 1900 à 1930, on a augmenté de 3 millions. Et de 1930 à 1960, dans l'indépendance, la population a augmenté d'1 million en 30 ans. Mais voilà que en 30 ans, après le départ de Belges, en 30 ans, de 1960 à 1990, la population a augmenté de 14 à 35 ans. C'est-à-dire que la population a plus que doublé en 30 ans. C'est-à-dire qu'en plus, donc il y a eu, si vous voulez, 21 millions de Congolais en plus après 30 ans après l'indépendance. Vous voyez, est-ce qu'en 30 ans, on a augmenté le nombre d'écoles qui correspondait à 14 millions de Congolais à l'indépendance, à 35 millions. Est-ce qu'en 30 ans, on a augmenté le nombre d'écoles, on a augmenté le nombre d'hôpitaux, on a augmenté la capacité de création d'emplois, etc. Et de 1990 à aujourd'hui, nous avons augmenté plus ou moins de combien?
de 65 millions d'habitants. 30 ans après, alors qu'avec les Belges, on augmentait des millions, s'il vous plaît. C'est pour montrer que nous multiplions les besoins, nous produisons les besoins, mais nous ne produisons pas les ressources nécessaires pour couvrir ces besoins. Parce que la multiplication de la population, qui ne correspond pas à la multiplication des ressources, et par conséquent qui correspond plutôt à la multiplication des besoins, est un gâchis. Et ceci, je l'ai dit pour étayer le fait que M. Tshisekedi a promis à notre peuple de créer des emplois ou de détruire le chômage. Mais le paradoxe, c'est qu'au contraire, il crée le chômage. Pas de son fait, mais du fait de la démographie qu'il n'a pas prise en compte. Je vous demande de prendre en compte. Il ne suffit pas. Profitons des erreurs que commettent les oppresseurs pour que nous nous remettions nous-mêmes en cause, parce que finalement, nous sommes de la même élite. Mais la différence doit venir de la vision politique et de l'éducation politique de notre parti. Pour savoir que ce défi-là sera le nôtre ici, serait le nôtre avec eux si nous étions ensemble, et sera le nôtre si demain nous arrivons au pouvoir, et si au niveau de nos politiques publiques nous n'intégrons pas cette contradiction, qui fait que la population augmente, les besoins augmentent, mais nous sommes capables plus de créer des besoins que de créer des ressources. Quelle politique publique, quel modèle économique pour sortir de cette contradiction, en fait, qui n'est pas une contradiction, parce que la population en augmentant devait être enrichissante. Mais elle est appauvrissante parce que les jeunes qui arrivent, 2 millions chaque année, en plus des emplois que les pays perdent du fait de la récession, c'est-à-dire la diminution ou le ralentissement de l'activité économique, il y a un camarade qui a posé la question, qui fait qu'il y a moins de production, et donc moins de création d'emplois, et par conséquent, ou suppression de certains emplois dans certaines entreprises. Il y a le chômage qui vient des gens qui perdent l'emploi, mais aussi le chômage qui vient des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ne trouvent pas de travail. C'est important parce que, autant nous profitons pour critiquer les politiques publiques qui n'intègrent pas cette double dimension, autant nous devons nous apprêter à dire comment nous on fera, une fois on aura raison de cette oppression et qu'on aura un espace démocratique pour faire valoir nos projets politiques. Alors, je voudrais vous montrer parallèlement à l'évolution chez nous des 30, 15 millions plutôt, on a dit là-bas c'est 21 millions, de 60 à 90, et 65 millions de 90 à aujourd'hui. Quelle est la situation en Belgique? En 1900, quand je parle sous le contrôle du professeur, nous devenons colonie belge en quelle année? Nous sommes nés indépendants, oui. Avec ça, c'est comme colonie belge, mais domination belge, c'est en 1885. Domination belge, avec le Gaulle, oui, enfin, c'est-à-dire nous étions un État indépendant, mais un peuple soumis, entre guillemets. Un État internationalement reconnu, mais un peuple soumis. Il est difficile qu'un État soit indépendant si son peuple ne l'est pas. C'est ça, hein? Donc c'est pourquoi vous dites sous plutôt la domination belge. Mais la Belgique était l'un des maillons d'une longue chaîne, hein. C'était tout l'Occident à travers la Belgique. Enfin, ce n'est qu'un petit commentaire. Alors, ils étaient, quand nous étions déjà sous leur tutelle, ils étaient combien? Je ne vois pas bien. 5 millions et demi 6 millions et demi. Nous étions 10 millions, on a assez moins de moments. Et voilà que 30 ans après, ils sont passés à 8 millions. Une augmentation d'1,5 million. Donc 1,5 million. Et l'année, 30 ans après encore, en 1900 combien? 60. Ils étaient 9 millions. Une augmentation de 1 million. Chaque 30 ans, 1 million. Ils tiennent compte, ils disent, c'est vrai que l'augmentation de la population concourt à l'augmentation de la richesse, mais attention, il y a la capacité de prise en charge qu'il faut prendre en compte. Et cette capacité de prise en charge suppose des infrastructures de base et suppose la production des services sociaux de base aussi. Et en fait, en 1990, ils sont passés à 10 millions. Là aussi, c'est 1 million d'habitants de plus chaque 30 ans. Mais nous, à ce moment-là, on a augmenté de 21 millions d'habitants. Sans que les jeunes qui viennent, enfin les gens qui viennent au monde, 3 millions en moyenne,
Et 2 millions atteints 15 ans à chaque fois, plus ou moins. Il ne trouve pas de l'emploi et on n'est pas en mesure non plus d'augmenter. Les profs ont des statistiques qui montrent dans quelle proportion nous avons augmenté notre capacité sur le plan de la santé publique depuis 60 jusqu'à ces jours, mais d'abord la période coloniale. Il met ça en parallèle avec l'exploitation des minéraux et combien les Belges ont-ils consommé de cuivre et de cobalt, combien nous on a consommé, et dans ce que nous on a consommé ou exploité en 60 ans, quelle est la part du régime de Mobutu, quelle est la part de Kabila fils, quelle est la part de Kabila père, etc. Ça nous permet de voir est-ce que dans l'entretemps, cette augmentation, parce que nous avons pris 2 fois, 3 fois plus de cuivre que les colonisateurs, mais les colonisateurs, il va démontrer, à créer un peu plus d'infrastructures que nous, lui en 75 ans, n'est-ce pas, nous en 60 ans. Alors donc, vous voyez que le Belge, chaque 30 ans, c'est 1 million d'habitants de plus. Et en 2020, ils sont 11 millions et demi. C'est plus ou moins une augmentation aussi de 1 million et demi. Alors, ceci nous intéresse parce que nous devons avoir un projet. Nous avons dit que nous allions parler de notre programme. C'est des éléments concrets d'analyse qui nous permettent d'enrichir notre programme. Voilà, vous pouvez passer à l'étape suivante. Ce tableau n'est pas très... Voilà, ça c'est l'augmentation du budget. On est bon. C'est pour vous montrer dans quelle proportion nous évoluons et quelles doivent être nos politiques publiques pour faire mieux que ceux que nous critiquons aujourd'hui. C'est très intéressant de voir depuis 60 ou depuis un certain moment, je crois qu'à l'époque il n'y avait pas de statistiques, nous allons voir dans quelle mesure notre PIB, ça on verra plus tard, a augmenté, dans quelle mesure notre budget a augmenté. Parce que souvent nous sommes surpris de constater que nous sommes pauvres, que notre pays n'a pas d'infrastructure. Nous sommes surpris alors que nous devions trouver ça normal. Normal entre guillemets. Parce qu'il y a au départ des politiques publiques dont nous allons parler, le prochain chapitre là-dessus qui fait la rétrospective, non pas de la politique, parce que Nouvel Élan, c'est avant tout l'économie. Parce que nous sommes d'avis que c'est l'économie qui commande la politique. Mais il y en a qui sont d'un point de vue contraire au nôtre, qui disent que c'est la politique qui commande l'économie. Nous aurons la discussion ici parce que nous voulons que le Nouvel Élan soit un parti de plusieurs courants, un parti où il y a la contradiction. Moi, ça ne m'intéresse pas d'être conçu. Il ne faut surtout pas personnifier ces partis. Je n'ai pas besoin d'être leader charismatique. J'entends souvent les militants chanter comme ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, les PPRD, les FCC et même l'IDPS auraient eu moins de difficultés s'ils avaient accepté à leur intérieur les débats et la contradiction. Moi, je suis prêt au débat. Très ouvert, parce que je considère que la vérité, nous la détenons. Personne ne la détient. À un moment donné, tu peux être du côté de la vérité. Elle est absolue, elle s'impose et tous on doit aller vers la vérité par les débats. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps des raisons et que les gens, face à les gens, ça ma personne, dit Mouzito, au point que vous ne serez pas apte à la contradiction au débat, y compris les contredire. C'est très important parce que là-bas, les gens se sont vassalisés. Ils pensent qu'être en contradiction avec le chef du parti, constituer un courant en dehors du sien, et l'amener même à revoir ses propres positions intellectuelles, morales et politiques, c'est un péché. Moi, ça m'intéresse pas. Je suis un homme de débat. Donc, créons des courants, mais des courants qui puissent être capables de se défendre, des sensibilités, c'est pas sur le plan idéologique, même sur le plan de la vision au cours d'un programme déterminé, au cours d'un mandat. Mais évidemment dans la discipline. À partir du moment où on aura un socle idéologique qui est le même, nous pouvons diverger sur la manière de faire. Et les problèmes ne se posent pas. Parce que chacun devra à ce moment-là se remettre en question pour apprendre des autres. Parce que l'autre peut mieux voir que vous une situation. Et pourquoi ne pas aller vers la synthèse avec vous. Alors, donc, je voudrais insister sur l'évolution du budget de l'État dans les temps. Ça vous permet de comprendre que nous ici, et à travers ma modeste personne, et dans l'avenir vous-même, on a un bilan
qui s'inscrit dans la durée par rapport aux autres bilans des différents gouvernements. Le gouvernement, je peux me tromper des périodes. Le gouvernement Kengo Mobutu a commencé, je crois, en 87, avec 80 millions de dollars. 80 millions de dollars, on peut discuter. À 240 millions de dollars. J'ai dit millions de dollars. C'est pour dire que le Congo, pendant longtemps, même la période qui précède celle des Congo, jamais on a eu un budget d'1 milliard. Vous vous rendez compte, un sous-continent qui vit avec un moins d'1 milliard, ou même 1 milliard, à la limite même 2 milliards, ce qui n'avait jamais eu lieu. C'est vrai que le dollar lui-même se déprécie, mais globalement, à travers le monde, c'est la même, plus ou moins la monnaie qui est convertible. Donc, vous vous rendez compte, à un moment donné, on n'a que 70 ou 80 millions de dollars comme budget de l'État. Dans ce pays-là, comment voulez-vous que vous ayez une défense? Comment voulez-vous que vous ayez la sécurité sociale? Comment voulez-vous que les fonctionnaires soient bien payés? Vous vous rendez compte que les fonctionnaires qui ont travaillé depuis 60 jusqu'à ces jours, qui ont 90 ans, n'ont jamais été bien payés. Il n'y a qu'à regarder les états de santé et les conditions sociales dans lesquelles ils ont vécu. Donc, à cause de l'étroitesse du budget qui, lui-même, c'est-à-dire le budget, est l'émanation de la production nationale qui a connu une baisse pour des raisons historiques, politiques et autres que les profs vont indiquer. Alors, donc, c'est une évolution relativement forte, parce que c'est 3 fois. Ils sont passés de 80 à 24, 240 milliards, mais c'est toujours en deçà d'1 milliard. 240 milliards. C'est une augmentation. Non, ça c'est maintenant, c'est la période Musée Kabila, de 1997 à 2001. Il est passé de 240 millions de dollars à 300 millions de dollars. Ce qui représente une augmentation de combien? De 25%. Avançons. Kabila 1 plus 4, c'est-à-dire de 2002 à 2006. Dans le cas de ces séminaires, vous devez intérioriser, voire mémoriser ces chiffres pour voir comment nous évoluons et pourquoi nous sommes sans route, sans défense, sans école, du moins en capacité d'accueil par rapport à la démographie qui est en expansion. Donc, on est passé de 300 millions à 850 millions. On approchait déjà les milliards. Alors, cette augmentation a été... Non, il faut reculer. Cette augmentation a été 2 fois et demi. 2 fois et demi. Donc, 1 plus 4 a quand même fait augmenter le budget. Mais nous étions toujours en dessous des milliards parce qu'on est passé de 300 millions à 850 millions en dessous pour un continent. Quoi, le Congo? 850 millions de dollars, ce qui déjà été une performance par rapport au passé. On peut avancer. Et c'est la période, disait Ngamuzito, Kabila, c'est plus ou moins 850 millions de dollars à 3 milliards et demi. C'est 4 fois. Pour la première fois, nous franchissons le seuil d'1 milliard. Et j'indique en passant que de 2007 à 2008, avant la crise, nous avons doublé le budget, on est passé de 850 millions à plus ou moins 1,6 milliard. La première fois, donc, on a doublé dans un exercice budgétaire et on a franchi le seuil des milliards. Et donc, je m'approprie cet héritage, cette performance, parce qu'avant moi, il y en a peu, il n'y a pas eu, après moi, il y en a plié. Et pour conséquence, regardez, ou pour cause, regardez. Non. Voilà. Après moi, c'est de 2012 à 2021, on est resté, j'ai laissé 3 milliards et demi, on est toujours à 3 milliards et demi, avec une remontée de 4 milliards et un tout petit demi, en fait, qui a été revue à la baisse pour des raisons que vous pouvez imaginer que globalement, pendant plus ou moins 12 ans, non, pendant plus ou moins 9 ans, le pays n'a pas connu une croissance proprement dite. Et le paradoxe, c'est que c'est pendant cette période-là où on a le plus produit de cuivre. Parce qu'à mon époque, c'était 500 000 tonnes, on était la moyenne 300. À la fin, c'est 500 000, la moyenne, c'est 300 000. Vous avez commencé avec 330 000. 330 000 tonnes. Non, 330 000 tonnes, c'est quand nous montons en dessous, on était autour de 50 000. En 2007, 2008, c'était 330 000. Voilà. Donc, nous avons connu une augmentation qui était plus ou moins de 50%,
Mais voilà que le budget a augmenté, a été multiplié par 4, alors que de 2012, que nous avons laissé à 500 000 tonnes, à 2021-2020, la production est passée de 500 000 tonnes à 1 200 000, 1 300 000. Retenez ces chiffres. C'est plus que le double, mais le budget n'a pas augmenté. Les recettes, les ressources extérieures, ainsi que les engagements, mais surtout les ressources, n'ont pas augmenté. Les réserves d'échange, moins encore. Nous, on est parti des réserves négatives à des réserves qui approchaient les milliards 7. C'est une augmentation avec moins de production du cuivre, plus ou moins la moitié. Et nos amis sont passés de 500 000 tonnes à 1 million, 1 million 200. Les réserves n'ont pas augmenté. C'est-à-dire de l'argent à mettre de côté parce que, pour une raison évidente, ils ont travaillé dans l'opacité. Voilà globalement les éléments. Passons au point suivant. Voilà, là, je n'arrive pas à voir. Je vais terminer par là pour que vous puissiez poser des questions. Donc, M. Alain n'arrive pas à nous montrer le cadrage triennal de M. Tshisekedi, qui nous dit que la croissance ne sera pas négative. Au contraire, elle sera positive. On va partir de 3,2 en 2021, 3,2% de taux de croissance, à un taux de croissance plus ou moins de 6%. Est-ce que je me trompe, Alain? Quel est le dernier taux de croissance? 6,2, c'est plus ou moins un doublement. Les budgets consécutifs, d'abord le PIB va passer de combien? Le PIB va passer de 56 milliards à plus ou moins 72 milliards, ce qui montre une augmentation qui nous laisse toujours en dessous du seuil de pauvreté, avec un PIB par tête d'habitant en dessous du seuil de pauvreté, avec un niveau de budget, d'augmentation du budget qui laissera toujours l'État en faillite, qui laissera toujours l'État sans investissement et par conséquent sans création d'emplois, et qui dit non création d'emplois dit maintien de la pauvreté avec une augmentation, si vous voulez, des sans-emploi ou des chômages qui pourrait être de 10 millions de sans-emploi, qui est le fruit de la création de M. Tshisekedi, qui fait de la démographie, comme je l'ai dit, et qui fait de l'absence d'une politique expansionniste, des grands travaux, ce qui suppose des investissements importants. Et tel n'est pas le cas dans le cadre du plan triennal qui engage l'avenir de notre pays et dont on va éviter l'union sacrée. Voilà, donc mon résumé c'est que qui dit union sacrée dit absence d'équilibre politique, absence de légitimité. Qui dit union sacrée, c'est absence de croissance économique, absence de création d'emplois et la continuité de la pauvreté. Voilà, globalement, je me mets à votre disposition pour des questions éventuelles. Et qui dit résultat suppose l'identification du problème, l'identification de la solution en termes d'objectifs à atteindre pour passer de la situation mauvaise A vers la situation bonne qui était. Ça suppose, 1, vous constatez les problèmes au niveau des A, B, vous fixez des objectifs à atteindre, et pour atteindre ces objectifs, vous faites des réformes. Des réformes qui imposent des sacrifices, qui imposent l'autorité et la détermination de la part de ceux qui vont mettre en place ces réformes, mais aussi ceux qui doivent participer à leur matérialisation et surtout qui vont les subir. Je disais que en tant que nouvel élan, nous sommes la résistance. Ce n'est que de manière exceptionnelle que nous montrons notre vision et que nous critiquons les autres. Par définition, en tant que résistants, vous ne devez pas critiquer leur politique. Parce que non seulement c'est des mauvaises politiques, mais aussi ils n'ont pas la légitimité, moins encore la capacité de les mettre en place. Notre objectif, c'est de les faire partir par les billets du peuple auprès de qui, ou à la tête duquel ils se sont imposés. En tant que résistants. Si nous étions dans une démarche démocratique de l'opposition républicaine face à une majorité républicaine, parce que non, on est opposition républicaine que quand on reconnaît la majorité, on sait qu'elle est républicaine, on sait qu'elle est démocratique, qu'elle vient du peuple. Ces moments-là, vous dites, messieurs, vous avez une politique qui est mauvaise,
Mais puisque c'est le peuple qui vous a choisi, restez en place, améliorez si vous pouvez. Sinon, le peuple, le moment venu, puisqu'il est souverain, il va vous faire partie et il peut vous faire remplacer par nous ou par d'autres. Alors, chers camarades, quand vous dites pourquoi ils ne font pas les choses, pourquoi c'est... Non, ce n'est pas qu'ils sont des mauvaises volontés, ils ne sont pas capables. Ils n'ont pas cette mission de la part du peuple. Et ils pensent même qu'il faut appauvrir le peuple pour le mettre en position de soumission. Ils considèrent, par exemple, que ce qui se passe au palais du peuple, c'est des gens qui se préparent et qui organisent les conditions de la fraude. Ils veulent un parlement à eux, alors que le parlement est élu sous les auspices de Kabila. Ils veulent en faire leur parlement avec le même député dont ils ont dit qu'ils étaient fabriqués. Et ils pensent qu'ils peuvent créer une majorité légitime à partir d'une majorité illégitime et qu'ils peuvent à partir de là répondre pour travailler correctement pour l'intérêt du peuple. Nous venons de démontrer qu'ils sont incapables d'améliorer les PIB du pays parce que le taux de croissance qu'ils alignent est de 3% en moyenne. Ils sont incapables d'améliorer le budget et passer d'un budget de 3,5 milliards à 7, 8 milliards. J'indique en passant, vous avez vu au tableau là-bas que là où nous on a un budget de 3,5 milliards, l'Angola a un budget de 36 milliards, l'Afrique du Sud 125 milliards, et ainsi de suite. Donc nous sommes au 10e. Ce que nous on mobilise, qu'on va mobiliser en 10 ans, toutes choses égales par ailleurs, c'est ce que les Angolais mobilisent en une année. Donc il y a ces problèmes d'héritage difficiles sur lesquels malheureusement, parce qu'il est légitime, le pouvoir qui s'est payé a fait l'impasse. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu dire qu'il a un mauvais héritage et que la situation sera difficile. Il a dit son allié a laissé une bonne situation et que lui va l'améliorer, il va tuer le chômage, il va faire le bien-être matériel. Alors qu'il sait, sauf s'il se trompe du point de vue de la quantification, qu'il ne peut pas nous faire partie de la situation des pays sous-pauvres, un pays émergent comme il l'a dit. Donc il s'en fout du peuple, il s'est dit, ce peuple-là, je ne suis pas là par lui, je vais lui mentir, il n'a pas de sanctions contre moi parce que je vais continuer à gérer le pays sans lui et comme je suis arrivé à la tête du pays sans lui. Voilà les problèmes. Donc ce n'est pas des gens qui ne sont pas intelligents, ils sont intelligents mais ils n'ont pas la légitimité, mais aussi ils ne font pas l'effort parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Donc ne vous posez plus la question de savoir pourquoi ils travaillent mal. Ces moments-là, si vous vous posez la question de savoir pourquoi il n'y a pas de résultat, c'est que alors vous vous trompez des combats, madame. Nous ne sommes pas en face d'un pouvoir démocratique redevable du peuple. C'est des gens qui sont la créature de la communauté internationale, de certains puissants, parrainés ou sous-traités par les pays voisins, c'est clair. S'ils étaient souverains, s'ils étaient légitimes, s'ils venaient du peuple, ils auraient fait des réformes dans les domaines miniers, en attendant de faire des réformes dans le secteur agricole dont nous allons parler plus tard. Donc, nous sommes en face des forces d'occupation, de domination, d'oppression, des gens qui sont à la tête du pays sans le mandat du peuple, qui veulent continuer à être à la tête du pays sans le mandat du peuple. Alors, c'est ça le sens de la lutte que nous menons, la résistance qu'on mène, une résistance pacifique. Et si nous menons cette résistance, ça signifie que nous partons de ces postulats-là qu'on est en face des pouvoirs d'occupation et de domination. Donc, nous ne posons plus la fausse question, savoir pourquoi ils ne réussissent pas. Ils ne peuvent qu'échouer. Voilà, madame. Faites de la même couleur que l'exécutif, qui reste toujours un contre-pouvoir. Parce que c'est toujours le Parlement fait des élus venant du peuple qui doit rendre compte à l'étape suivante, au mandat prochain, aux prochaines élections, en disant le gouvernement a bien travaillé, donc vous pouvez nous élire. Il a bien travaillé parce que nous, vos élus, nous lui avons fait pression, on lui a donné des bons budgets, parce que c'était nous l'autorité parlementaire, on a contrôlé l'exécution de ce budget, et qu'il devait donc donner des résultats, et puisqu'on a réussi, vous pouvez nous contrôler. Donc ce n'est pas simplement le fait que, comment je dis, c'est pas simplement le fait qu'ils sont des mêmes bords politiques. Le vrai problème, c'est qu'ils ne viennent pas du peuple, parce qu'ils ne sont pas redevables. Au-delà du fait qu'ils sont des membres politiques, mais aussi les députés ou les partis politiques dont ils sont l'émanation ne viennent pas du peuple et qu'ils ne se sentent pas l'obligation de rendre compte.
ils sont de la manipulation des résultats des urnes et ils pensent même qu'ils peuvent rester là sans résultat et ils vont tout simplement organiser des élections en leur faveur. D'autant plus d'ailleurs que, sentant qu'ils ne peuvent pas donner les résultats, ils préparent non pas les résultats, ils préparent la fraude. Ils préparent la fraude. S'ils avaient l'intention d'avoir des résultats, et s'ils étaient l'émanation du peuple, ils seraient en train de se battre pour gagner du fait des résultats, qui seraient bons à ce moment-là. Donc, nous ne pouvons pas compter sur eux, comme vous le dites. Non seulement ils ont les mêmes bords politiques, mais aussi, en étant de ces mêmes bords politiques, ils sont les résultats de la fraude et de la fabrication. Ils sont des effets par redévables vis-à-vis de la population. La deuxième question, vous posez, mais comment nous pourrons faire le contrepoids, puisque nous ne pouvons pas faire le contrepoids à l'intérieur ou en dehors comme contre-proposition, et parce que nous sommes la résistance. Il y a des choses qu'il faut savoir. C'est moi. Il y a des choses que vous devez savoir. Il y a des choses que vous devez savoir. La première, c'est qu'on peut lutter pour obtenir des bons résultats dans le peuple à travers le gouvernement en place en apportant la contradiction. Pour autant que les gens auprès de qui on dessine les contradictions sont légitimes. Deuxièmement, on peut lutter, et c'est le cas pour nous, pour avoir la démocratie, parce que c'est un objectif en soi. Qui dit démocratie dit état de droit. Qui dit état de droit dit le respect de la volonté du peuple. Et parce que c'est lui qui installe les hommes au pouvoir, c'est lui qui les fait partir et installe d'autres ou les maintient. Nous, à cette étape, nous sommes dans la lutte pour obtenir la vérité des urnes, qui veut dire un pays où est par des lobbies étrangers. C'est quand nous aurons la démocratie en perspective, c'est-à-dire qui passe dans une première phase par la vérité des urnes, c'est-à-dire par des élections transparentes, que nous pourrions obtenir des résultats sur le plan économique. Mais ça suppose que même nous, si nous venions à gagner les élections, ça suppose qu'elles auront été organisées de manière transparente. Ça pourra être nous ou d'autres, mais pourvu que ceux qui vont gagner les soient réellement, nous allons, ou ils devront, ceux qui seront là, commencer à construire la démocratie. Ce n'est pas simplement les élections transparentes qui donneront la démocratie. C'est un processus qu'il faut engager, pour lequel il faut introduire des réformes. Parce que la société s'articule dans plusieurs composantes. Chaque composante, chaque institution doit apprendre à être démocrate. Et ceux qui sont à la tête démocratique et ceux qui sont à la tête du pays doivent introduire des... La démocratie, ça ne se décrète pas. J'ai insisté à la fois parce que ça ne vient pas comme un cadeau du ciel, on l'a construit. Donc nous avons un double objectif, lutter pour les bonnes élections, c'est ce que nous faisons, sans cela que nous sommes résistants face à ceux qui sont là et qui se sont imposés, mais aussi mettre en place notre programme dont l'un des volets, c'est la démocratisation. Alors donc, ne pensez pas que, n'étant pas alternative démocratique face au pouvoir, nous ne pouvons pas mener les combats pour la démocratie, qui est un combat de libération, libérer les peuples de l'oppression, de la soumission par des gens qui s'imposent à lui et qui ne rendent pas compte à lui par conséquent. Lutter pour avoir des élections démocratiques, c'est le vrai combat que nous menons, et donc il n'exclut pas le deuxième combat qui consiste, si nous gagnons le premier, ou en même temps qu'on gagnera le premier, qu'on puisse commencer à construire le pays. Et le pays ne se construira que par des gens qui sont dans la position de rendre compte. Voilà. C'est qu'on dépense plus qu'on a fait entrer comme recette. Ça implique plusieurs réformes, dont le secteur principal, les secteurs miniers. Mais le secteur des régies financières, la capacité de collecter au maximum les recettes, mais la chaîne de dépenses pour dépenser, elle est moins possible. En fait, nous pouvons accepter un déficit. Les problèmes, ce n'est pas le déficit. J'ai un problème.
le déficit n'est pas mauvais dans l'absolu. D'ailleurs, à la limite, on peut les financer avec des ressources en monnaie convertible. Si vous faites un déficit d'1 milliard ou 2 milliards et que vous avez des appuis budgétaires pour couvrir ça, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que ces déficits aient financé des dépenses qui ont été autorisées, mais aussi qui sont de bonne qualité, en ce qu'elles permettent la croissance du pays, notamment les déficits pour financer les investissements. Le vrai problème de notre pays, c'est d'abord la hauteur du budget dans l'absolu. Nous avons un budget de 3 milliards et demi, c'est une catastrophe. Moi, je préfère un budget de 35 milliards avec un déficit de 5 milliards, plutôt qu'un budget de 3 milliards avec un déficit de 500 millions de dollars. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous sommes même notre déficit est pauvre comme nous-mêmes. Quand vous avez 3 milliards et demi et que vous devez payer des salaires annuels pour l'ensemble des agents de l'État, de 2 milliards et demi, mais c'est 70% de votre budget qui va au salaire. Non pas parce que les salaires sont trop importants, d'ailleurs c'est très faible, parce qu'en réalité, avec 2 milliards et demi d'enveloppe salariale pour des effectifs de 1,5 million, nous avons 1,5 million d'argent du président de la République à l'huissier, moi compris comme député, mais aussi ancien Premier ministre. Je relève aussi du budget de l'État. Quelle est la moyenne salariale au Congo pour un agent du président au dernier? C'est 138 $ par agent de l'État. 138 $ par mois. Si on devait payer le président et l'huissier au même taux égalitaire, donc vous prenez 2 milliards et demi, vous divisez par 1,5 million agents. L'agent public en moyenne a 136 $. Si vous voulez qu'il passe à 300 $ par exemple, ou à 250, il faut doubler le budget. Mais il sera toujours en deçà. Pourquoi? Parce que pour cette moyenne de 136 $, il y a parmi des gens, maintenant ça c'est la répartition que j'ai fait, la division que j'ai fait, elle est égalitaire. Mais si maintenant vous prenez la réalité, vous allez voir que les gens d'en haut touchent 2 000, 3 000, voire 10 000. Et les gens d'en bas, par conséquent, doivent toucher 80 $. Si nous répartissons de manière égalitaire, le président va toucher 136 $, le substitut 136 $. Son huissier touchera aussi le même montant. Ça, c'est une caricature, un schéma comptable. Mais en réalité, c'est que le président touche plus de 10 000 $. Je ne parle pas de sa liste civile, hein, je ne parle pas de... Mais dans l'enveloppe salariale, il touche 10 000, les ministres, 5 000, les députés, etc., 4 000, et tous les autres. Ce qui signifie que les gens d'en bas, pour cette enveloppe, sont obligés de toucher un peu moins pour que ceux d'en haut touchent plus. Mais les chiffres montrent que 5% des agents de l'État, des gens d'en haut, c'est plus ou moins 75 000, se réservent la moitié du budget des rémunérations et les 95% restants des gens d'en bas se partagent l'autre moitié. Est-ce que vous voyez l'équation? Je répète, en moyenne, le fonctionnaire est censé toucher d'en haut, du bas en haut, 136 $. Parce que nous sommes 1 500 000 agents de l'État. On devait être autour de 5 millions pour notre population. Encore faut-il que le budget le permette et la répartition des tâches bien faites soit bien faite. On est 1 500 000. Le médecin, le magistrat, les différents agents de l'État, les professeurs d'université. Chacun, en moyenne, si nous faisions une répartition égalitaire, toucherait 136 $. Mais il se trouve que le pauvre touche 1000, 1300. Il se plaint. Mais ça signifie qu'il touche au-delà de ce qui devait être son salaire si on était dans une logique égalitaire. Mais il fait partie de 5% qui prennent la moitié de l'enveloppe salariale. Les 95 qui sont des gens d'en bas, et ils se contentent de la moitié qu'ils se répartissent. Ben, puisque nous allons parler des idéologies, notre idéologie, qu'est-ce que Nouvel Élan va faire à partir de ce moment-là pour essayer d'équilibrer?
Je dis tout de suite, là, en fait, c'est une mauvaise répartition de la pauvreté. Ce n'est pas une mauvaise répartition de la richesse. Comment faire qu'on sorte de la pauvreté? Il y a une mauvaise répartition de la pauvreté. La répartition de la pauvreté est inégalitaire. Maintenant, pour sortir de cette situation, il faut augmenter, il faut faire un effort pour que le budget triple quadruple. À supposer que notre budget monte jusqu'à 36 milliards, comme chez les Angolais. Sachez qu'ils ne sont que 30 millions. Ils ont moins d'1 million d'argent de l'État, président jusqu'à l'huissier. Mais ils ont une enveloppe salariale qui représente 30% de plus ou moins 10 milliards. Et tu vois, quelle est la moyenne? 1 milliard, plutôt 10 milliards pour 1 million d'argent. Et donc là, le président peut toucher 20 000 sans que l'argent en bas se plaigne. Donc, vous avez posé la question de savoir comment augmenter les budgets, augmenter le PIB. Il faut investir. C'est pourquoi l'intérêt de notre séminaire, c'est des séminaires qui seront éternels. Tant que le parti vivra, nous serons en permanence en séminaire pour débattre de l'actualité, reconsidérer nos visions, notre idéologie, notre projet de société et être toujours à l'avant-plan dans les propositions à soumettre au débat public et à l'analyse au sein des élites, mais aussi au sein de la population. Donc, faire des réformes, commencer à exploiter nos minéraux, nos ressources naturelles. Les profs, le moment venu, il y a notre expert qui va nous montrer que n'est fils que le pétrole, à lui seul. Nous sommes plus ou moins 40 milliards, je parle sous le contrôle du professeur, sur la Kivette, et globalement nous sommes autour de 40 milliards de tonnes, plutôt de barils de pétrole. Nous sommes plus pétroliers que l'Angola qui n'a que 9 milliards. Voilà qu'eux exploitent le pétrole, et ils ont 36 milliards. Les gros de leurs recettes ont une origine domaniale. Ce n'est pas des recettes fiscales. Les gros, c'est vrai qu'il y a une incidence sur le plan fiscal parce qu'il y a une activité économique. Mais les gros des recettes, c'est domanial. Ça signifie que ça vient du sous-sol, du domaine de l'État. Et donc, nous sommes pétroliers, nous sommes miniers, nous sommes forestiers. On a la forêt qu'aucun autre pays en Afrique en a. Les profs font des statistiques là-dessus. Nous avons les cuivres que nos voisins n'ont pas. Que nos voisins n'ont pas. On a toutes sortes de choses, mais nous n'exploitons pas. Premièrement. Deuxièmement, la partie que nous exploitons, elle est mal exploitée, cédée sous les règles du bradage. Et ceux qui exploitent non plus ne payent pas d'impôts. La part de l'État au niveau domanial ne vient pas parce que généralement l'État est minoritaire dans cette action-là pour des raisons qu'on pourra. Voilà pourquoi on a un budget très faible, qui ne pouvait rien attendre de FCC Cash au plan des résultats sociaux et économiques, au plan de l'objectif de démocratisation. C'est pourquoi depuis lors, avec le président élu Martin Fayou, nous avons toujours dit qu'il faut des réformes. Il faut des réformes pour que la prochaine fois les élections soient transparentes et que les résultats qui en sortiront reflètent la volonté du peuple. Nous avons même dit aux gens en place, restez en place. La légitimité viendra des prochaines élections pourvu qu'elles soient démocratiques et transparentes. Et eux, ils ont pensé qu'ils peuvent améliorer les vécus quotidiens de la population en créant une légitimité, en reconfigurant les parlements. Nous disons que ça ne va pas marcher, et plus nous allons avancer, le peuple va commencer à réaliser. Il réalise déjà qu'il n'y a pas de résultat et que la situation sociale, la misère ne fait que s'empirer. Et je pense que nous aurons raison, et le peuple va répartir les élections et les bonnes élections. C'est ça notre objectif. Notre objectif n'est pas de voir ces gens partir maintenant ou reconfigurer la majorité. Notre objectif, c'est d'obtenir qu'il fasse des réformes en sorte qu'on aille des élections démocratiques. Si ces élections ne sont pas démocratiques, la prochaine fois, le peuple descendra dans la rue. Et même avant les élections, il descendra dans la rue pour avoir de bonnes élections. Parce qu'il sait que sans bonnes élections, il n'y aura jamais de résultats. Parce que les différents pouvoirs qui se sont succédés, pour autant qu'ils n'avaient pas la légitimité nécessaire, ils n'ont pas travaillé pour lui.
Et donc, notre objectif sera atteint, celui d'avoir des élections transparentes. Nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Tout ce que nous demandons, c'est de bonnes élections. Et ça, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour y compris ceux qui sont là. Malheureusement, ils pensent qu'ils ne peuvent être là, puisqu'ils tiennent être là, ils ne peuvent être là que par des mauvaises élections. Nous verrons qui aura raison. Est-ce que c'est le peuple qui veut des bonnes élections et qui veut sa souveraineté et les résultats sur le front social, ou c'est eux qui ne veulent pas de bonnes élections et qui veulent se maintenir par la fraude? Bon, je crois pouvoir laisser le professeur introduire son chapitre. On va sa thématique, et 30 minutes, on va aller au repos et on reviendra pour les questions qui vont les concerner. Professeur, vous avez la parole. Pour atteindre ne fût-ce que le niveau de l'Angola. Moi, je voudrais vous dire qu'il se pose un problème dans notre pays, malgré le fait que nous sommes reconnus comme un scandale géologique. En fait, si on voit, nous avons, comme a dit Monsieur le Premier ministre, nous avons aussi une plus grande forêt. Nous avons aussi plus de 60% de la forêt équatoriale. Nous n'exportons que 100 000 tonnes par an. Les autres pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, Centrafrique, qui se partagent à peu près 40% qui restent, le Cameroun atteint jusqu'à 4 000 millions de mètres cubes par an exportés. Ils exportent entre 1 million et 4 millions de mètres cubes. Nous exportons 100 000, donc un dixième de leur minimum, alors que nous avons 60% de la forêt que nous exploitons avec eux. Donc, il y a là réellement un problème qui se pose. Je vais vous donner un peu l'historique depuis 1960 que nous avons comment nous cherchons à trouver une solution pour exploiter à profit nos ressources. De 1960 à 1965, le portefeuille, je crois que tout le monde connaît le portefeuille, c'est-à-dire l'État, je parle sous votre autorité, est actionnaire dans les sociétés, comme l'Union minière, c'était privé, c'était pas de l'État. Les sociétés qui ont fait le bonheur du Congo belge, c'était des privés. Mais l'État en profitait du fait qu'il avait un portefeuille, il était actionnaire dedans. De 1960 à 1965, les Belges sont partis avec tout le portefeuille de l'État. Suite à la loi qui a été promulguée le 28 juin, donc à 2 jours de l'indépendance, cette loi a été promulguée, notre élite n'en parle pas. Merci mingi maman na motuna wana te tokoki koloba te ete tokimi politique nouvelle elon puisque tozali parti politique toza na kati na politique eza lokola bambisi mbisi na kati na ebale bango nyonso bazalaka bambisi mais moto na moto aza na biloko aliaka na kati ya mbisi si bien que bango nyonso tu baza na kati ya ebale mais moto na moto aza na biloko aliaka na kati na mai bambisi mususu baliaka matiti bambisi mususu baliaka bandeko na bango bambisi ezali ndenge moko na politique biso bonso ba parti politique ndenge tozali wana moto na moto ayebi biloko oyo aliaka biso en dehors ya lutte citoyenne oyo tozali kobunda o batata ba père fondateur ndenge tolobaka batikelaki biso Lumumba Kasavubu Gizenga bango banso batikelaki biso bitumba ya libération ya mboka pe surtout ya démocratisation ya mboka na biso tomonaki totali ya mboete to créer parti politique mona mboka Adolphe Muzito amoni ete ezalaki ata na parti moko te oyo azalaki ko bundela makambo o itali bokambi na bolenge ya malamu parce que bokambi na lolenge ya malamu yango nde to bengi yango bonne gouvernance yango ye omoni biso to lobaki to ko accès to ko fandela mingi esika wana makambo itali gouvernance makambo o itali ba chiffre po totali sa solo ete mboka na biso ekoki kokende liboso bobele soki to fandeli makambo o ya nkita makambo o ya richesse makambo o ya économie soki to lobi to fanda kaka na calcul politique ndenge omoni bato mosusu bazalaka wana aki mambango ata la poste ya kozwa wapi poste ya kozwa wapi omoni
tomoni ete tokobosa na l'essentiel oyo ezali gouvernance nzoka nde gouvernance yango moto efandisaka peuple na biso atalelaka mingi yango mpo yango nde moto ekoki kosala ete peuple a s'améliorer en terme ya bomoi na ye en terme ya libiki na ye donc ezali te ke tokimi mais ezali souci ya ko répondre na besoin ya peuple na biso ba besoin ya peuple na biso pour la plupart efandaka nde na côté oyo etali économie parce que soki otali même na côté politique côté sécuritaire soki économie ezali malamu eza pasi ete politique na sécurité etungisama mais soki politique na sécurité etungisamaka ezalaka mingi mpona koluka kokima côté oyo etali ya économie kolobela pe mingi mambima ematali Rwanda parce que soto koyoka premier lelo oyo Congo tozali mboka monene tozali pe na kita monene tozali pe na population monene ce qui fait que lelo oyo soki otali ndenge bazo vanter bazo komisela biso Rwanda en réalité azali kosala nkita koleka biso ekolo Congo te biso tozali kosala pe bikolo misusu ndenge atalisi Congo Brazzaville bazali kosala nkita makasi mais problème ya makasi ezali te bakambi oyo tozwaka premièrement bazalaka na problème ya légitimité peuple aponaka bango te ya mibale au-delà ya illégitimité oyo bazalaka na yango bayebaka bokambi ndenge nini esengeli bafanda wana te mpona kosala ete baaméliorer situation ya peuple na biso c'est ça le vrai problème donc Rwanda lelo oyo bazoyembela biso lokola champion ya économie champion ya bonne gouvernance nzoka en réalité azali kosala baprouesse ya makasi te atalisi ete Rwanda azali kaka na superficie ya 26 000 km² lokola idiofa awa na Congo Rwanda azali kaka na population moko 12 millions azali na richesse ya 12 milliards soko diviser 12 milliards on a 12 millions de Rwandais bazali wana mona ete Rwandais moko abikaka na $1000 l'an nzoka na Congo Brazzaville a démontré ete ba Congolais à Brazza bazali ko bika na $500 nzoka bazali ebele pe bazali ko kayen kita mingi donc na mokuse na banza ete eloko na ko ya no lango na moni bazo sala ngai sin kuna ete esengeli to banda donc voilà tozonga comme ça to sukisa merci mingi Bande Kobalandi ya Plisker Télévision ezalaki bongo mwana mboka Adolphe Muzitu oyo azali bongo président ya Nouvel Élan oyo azalaki bongo moko ya ba premier ministre ya mboka na biso République démocratique du Congo oyo atombolaki misolo ya budget ya gouvernement to pe ya mboka na biso parce que liboso na ye le lenge boyoki asali ba révélation akosalaka ba révélation to bandai kozala na ba budget ya ba millions mais tango ye akomi na mutu to pe na gouvernement ya mboka na biso en tant que premier ministre atombolaki to pe amatisaki budget ya mboka na biso bipai wapi atikaki yango na 3 milliards mais kasi lelo budget na mboka na biso est-ce que mati to pe kiti boyoki ba révélation o nini ya sali lenge nini mbongo ezali kozala bousiller le lenge nini économie eko changer te ma nyonso ya sili koloba na biso mais kasi tozalaki wana pona ko informer bino to komi na suka mission na biso to kutani bongo mbala sima suki nkolo abateli biso matondo na yo Joël Gona gauche chasseur d'image jamais qui sima caméra merci na cordon opima Afriko merci pe na yo popola yombe puisque boss na bosanité Christian Bopat et les référendums autorité morale sans oublier Ndeko Jean Mbembe Ouest depuis Paris un bon séjour à papa Mambia Imote madame Moreti Biaï donno na yo bipa iwa pozali sans oublier papa Alphonse Tala Ndeko Dominique Sanal papa Simon Bionco papa Laurent Bongonza Matondo na yo on se retrouve pour un prochain numéro toujours sur la chaîne des vérités au revoir.